Bonsoir, et bien voilà, oui, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un des comédiens les plus importants du cinéma européen, avec près de 100 films, 95 je crois exactement, 34 ans de carrière, et encore, il y a aussi toute la carrière théâtrale. En tous les cas, l'homme du cinéma a tourné avec les plus grands réalisateurs, Godard, Ferry, Buñuel, Sautet, Hitchcock, Melville, Chabrol, Renoir, et toujours aussi en manifestant une volonté délibérée de ne pas se figer, de toujours surprendre, se situant d'un film à l'autre, ailleurs que là où on croyait le retrouver. Et je voudrais d'ailleurs, j'ai vous demander pour commencer, d'expliciter une phrase de vous que j'ai retrouvée. Vous disiez, il ne faut pas devenir le parasite de son succès. Oui, il ne faut pas que le succès vous parasite. C'est très beau le succès, c'est très bien. Tout le monde dans le domaine dans lequel il travaille a envie d'avoir du succès. Il y a des succès secrets, il y a des succès anonymes, il y a des succès qui ne sont pas publics. Je veux dire, tout le monde souhaite réussir, même une partie de ping-pong, je ne sais pas. Mais le succès peut être très dangereux parce que ça vous bloque, ça vous solennise, ça vous inquiète aussi parce qu'on rentre dans la compétition à outrance. On n'a plus le goût de la recherche, on n'a plus le goût de la fantaisie, on n'a plus l'amusement de ce métier, parce que ce métier est aussi un amusement extraordinaire. Et ça peut vous figer, oui. Alors, donc, un début de petite mort, comme ça. Nous allons vous retrouver dans un film fort récent encore, le fameux Prix du danger d'Yves Boisset. Je dis fameux parce que d'aucuns en ont dit du bien, d'autres en ont dit moins de bien, mais on en a beaucoup parlé de toute manière. Et notamment, je crois, de votre personnage, qui est particulièrement indiqué pour ouvrir cette émission, puisque vous y êtes présentateur de télévision. Et quel horrible présentateur, quel admirable, horrible présentateur. Vraiment, nous devrions nous reconnaître en ce personnage que... Mais aucun du métier ne s'y reconnaît, j'en suis convaincu. Non, d'ailleurs, je n'ai pris personne vraiment en particulier comme exemple. Sauf peut-être quand même les grands exemples des présentateurs américains ou des présentateurs italiens. En Europe, les présentateurs ont une réserve, ont une tenue, ont une dignité. Aux États-Unis ou en Italie, c'est le déchaînement du cabotinage le plus effréné. Tout est bon pour les présentateurs, pour des sortes de camelots fantastiques. Et je crois que je n'étais pas... C'était une caricature, mais une caricature vivante, réelle. C'est peut-être nous demain. Oui, et de toute façon, là aussi, vous savez bien qu'il y a des tics du métier, des tics des professions. C'est pour ça que je me méfie du succès aussi, parce que le succès donne des tics. Et souvent, les présentateurs à la télévision, qui ont une grande audience, qui ont une recette, qui ont un charme, qui ont un talent, qui ont une percussion, deviennent un peu une parodie d'eux-mêmes. Donc une caricature. C'est très embêtant, j'allais me cacher, vous dites ça. Mais c'est ça pour c'est ça pour tout le monde, c'est ça pour les acteurs, c'est ça pour le vendeur de salade de votre quartier. En tous les cas, ici, il s'agit d'une chasse à l'homme qui va donc être filmée, suivie en direct et au cours de laquelle d'autres personnages ont le droit carrément de tuer. Alors, nous allons voir de vous cette image résolument déplaisante de... Et voilà, ce pauvre Gérard Lanvin va commencer sa fuite éperdue. Oui, je m'aperçois, là, regardant ça, finalement, pardon, mais parler de gens de télévision, mais on parle d'un personnage de télévision. Finalement, on remarque très bien, et ça se voit que très souvent, mais ça arrive dans la vie aussi, des gens qui tout de suite sont en groupe comme ça, qui aiment se faire valoir auprès de quelqu'un, et en faisant valoir l'autre personne, qui se font valoir eux-mêmes. En fait, ça, c'est le double cabotinage. Ouais. C'est mettre en valeur un personnage, et grâce à ce personnage, se mettre en valeur soi-même. Ça me gêne de plus en plus. Nous pourrions, si vous voulez bien, ouvrir ici un paragraphe qui pourrait s'appeler les origines, les débuts. On citerait par exemple votre date de naissance, 1925. Exact. Le lieu, Paris. Oui. L'origine des parents, italiens. Lointaine, oui. Lointaine, ah bon. Oui, origine lointaine. Mon père était parisien. Alors, mère musicienne, ça je suis certain. Père musicien père également. Musicien également. Et le fils ne devient pas musicien.
Non, il le regrette beaucoup, le fils, énormément. Mais quelquefois, les ententes avec les parents sont difficultueuses, surtout quand les parents veulent devenir professeurs. Ça s'est hélas mal passé. Mal passé. J'ai même prétexté à une époque que je ne pouvais pas lire les deux portées de la musique et que j'avais mal aux yeux. Ah oui. J'avais mal aux yeux. Alors ma mère était très inquiète. Après une leçon de piano, m'a emmené chez l'oculiste et l'oculiste dit mais il a de très bons yeux ce petit. Je crois que c'était terminé par une paire de claques. Je m'en suis souvenu quand j'ai dû porter des lunettes, enfin, être obligé de porter des lunettes, je me suis amusé en disant ben enfin tu les as tes lunettes. Par contre, ce petit, au théâtre, entendait très bien les répliques et pouvait aussi très bien les lire. Et il a très vite la vocation théâtrale. Oui, ça c'est grâce à un événement d'enfance. C'était à la fin de l'année scolaire, dans un collège où j'étais, une pension, il y avait des représentations théâtrales, comme ça arrive souvent. J'étais un enfant très, très sauvage, très secret, muet, timide, et j'ai joué la comédie, là, devant des parents, devant des cousins, devant les professeurs. L'habit merveilleux du roi. Déjà ça m'a fait rêver, d'Andersen. Et après cette représentation, j'ai entendu les adultes, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu les adultes dire de moi, mais il est capable de dire quelque chose, il est capable de faire quelque chose, ce petit monstre. Et moi, c'est un des moments dans ma vie où j'étais le plus heureux, le plus à l'aise. Je baignais dans une espèce d'euphorie incroyable. Et ça m'est resté quelque part dans le crâne. Et 8 ou 9 ans après, j'ai dit à mes parents, mais voilà, finalement, je veux être acteur. Quand on dit ça à ses parents, ça peut faire peur aux parents. Moi-même, quand je me dis que j'ai dit que je voulais être acteur, je me demande encore ce qui me passait par la tête. Je ne me représentais pas du tout ce que c'était. C'était finalement se créer, croire qu'on allait se créer une vie de rêve, une vie imaginaire, qu'on n'était pas capable de saisir dans le quotidien. Et grâce à mes parents qui n'ont pas poussé les hauts cris, qui m'ont dit va dans un cours et puis on va voir si tu en es capable, travaille. Et moi qui étais ô combien paresseux et dans les études normales, dès que je suis rentré dans un cours de théâtre, je suis devenu un élève acharné. Et vos débuts, c'est l'après-guerre, enfin, grosso modo. Ah oui, l'immédiate après-guerre, oui. Donc ça veut dire la Rose Rouge, ça veut dire La fin de la Rose Rouge, oui. Les petits théâtres de la rive gauche. Les petits théâtres de la rive gauche, où se sont fait des choses extraordinaires, avec comme metteur en scène Michel Deray. J'ai été à un moment spécialiste de l'ouverture des petits théâtres, comme ça, les petits théâtres de Michel Deray, où on jouait les pièces d'André de Richaud, de Georges Arnaud, pièces de Chéadé, Audiberti, Ionesco, Beckett. Comme ça, tout c'était la suite de ce qu'on appelait le théâtre d'avant-garde avant la guerre. C'était la suite de ce qu'on appelait le cartel. C'était la suite du grand copeau, d'où est né Dulin, Jouvet, Batty, Pitoef, Michel Simon, Jouvet, etc. Le cinéma, au cinéma, il a fallu être patient. Hein. Il y avait des petits rôles, bien sûr, des petites prestations, mais le vedettariat, ça n'a pas été non plus tout de suite. Non, ça a été assez long. La première fois que j'ai tourné, c'était en 1948, encore grâce au théâtre. C'est pour ça que je dois tellement, que j'aime tellement le théâtre, encore une raison de plus. C'est Louis Daquin, un metteur en scène français qui est mort maintenant, qui m'a vu jouer au théâtre et qui m'a demandé de passer des auditions, de faire des essais. Et c'est le premier film que j'ai tourné, qui s'appelle Le Poids du jour. Film qui a eu fort peu de succès pour un tas de raisons extra-artistiques même, disons politiques. Daquin était communiste. Le sujet, c'était la vie des mineurs et le syndicalisme dans les mines. Est-ce particulièrement attrayant? Mais si on revoit le film maintenant, je peux le dire, c'est un autre personnage, il y a 35 ans. C'est un film tout à fait visible, très très bien tourné, et qui est une espèce d'étude formidable sur cette époque et sur le comportement et des ouvriers, la mentalité syndicale de cette époque. Et je dois dire que je n'avais pas revu le film, je l'ai revu 20 ans après, et j'avais très peur de me revoir. Je me croyais être un grand échalas, tout à fait ignare, maladroit, un grand garçonnet un peu stupide. Et, pardon d'avoir l'air orgueilleux, mais ça a été un enseignement. J'ai déjà vu là que j'étais capable de jouer la comédie, et je me suis trouvé très bien. Je croyais que j'étais
Non, 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 ça m'a surpris. Non, mais je peux le dire parce que c'est un autre. Et moi, je peux vous dire que si nous n'avons même pas l'ambition, nous ne pourrions pas avoir l'ambition d'être complet dans le panorama que nous allons essayer d'esquisser ce soir. En tout cas, nous avons retrouvé une séquence de ce film. Nous allons pouvoir vous présenter dans votre premier film important. Et quand je dis que j'étais bien, c'est pas que je jouais bien la comédie ou quoi, c'est que j'avais réussi à être complètement crédible dans un personnage de jeune mineur, alors que je n'avais jamais mis les pieds dans la mine, sauf que nous habitions presque dans un corps rond et que déjà à cette époque, je fouinais et j'observais presque à la loupe le comportement des gens et une espèce de mimétisme, cette espèce de caméléon que je suis, avait déjà réussi là à faire croire qu'il était l'homme de la profession du personnage qu'il jouait. Nous allons citer le nom de votre partenaire, parce que sinon les téléspectateurs vont s'interroger, vont se dire qui est-ce. Lolé Bellon, qui est devenu un auteur dramatique à succès, comme on dit. Ouais. Ils ont dû se dire que de cheveux. Hein. Ah oui. C'est impressionnant de voir que le temps passe. Mais il me semble que la voix a changé aussi, non? Ou bien c'est peut-être l'appareillage technique? Oh non, bien sûr que la voix a changé. Bien sûr que les voix changent, tout change. Les cheveux s'en vont, la voix bouge, le dos se voûte, non, non, le ventre grossit. Non, mais c'est la technique aussi, parce qu'évidemment, le son n'était pas pris d'une façon aussi perfectionnée que maintenant. C'était du son direct, là, en plein vent, comme ça? Non. Et puis il y a aussi le passage du son de l'image à la télévision aussi. Il y a toujours une différence de tonalité. De vitesse. Mais de vitesse, oui, mais c'est ce qu'on remarque aussi quand on voit des vieux films comme celui-là. C'est la voix. La voix est une espèce de mécanique, un son qui est tout à fait... Un peu comme quand on écoute les vieux phonographes. Mm-hmm. Alors là, si vous voulez bien, nous pourrions aborder un autre chapitre que j'appellerais le virage. J'appellerais le virage parce que ce sera autour de l'année 63. Il y aurait d'une part au cinéma Le Mépris et d'autre part à la télévision Le Don Juan. Je crois que c'est quand même assez symptomatique. Au sujet du mépris, vous avez écrit, toujours dans ces dialogues égoïstes, j'y reviendrai encore. De Godard, vous avez dit un formidable élan romantique au service d'une vraie conscience révolutionnaire. Ah, j'ai dit ça? Ben oui, je trouvais ça très bien. Hein. Mais c'est parfait, c'est parfait, et ça existe encore. Godard s'isole peut-être, c'est un homme très écorché, d'une tendresse et d'une... pas vulnérable, mais d'une tendresse et d'un besoin d'absolu fantastique. Un homme écorché, un homme que j'aime énormément, presque totalement, malgré les difficultés d'approche qu'il peut y avoir peut-être. Il le voudrait peut-être, il ne pourrait peut-être, il souhaiterait peut-être faire un film seul. Il serait capable de faire un film seul. C'est un homme de cinéma complet. Il sait ce qu'est une caméra, il sait ce que seront les nouvelles caméras, il sait ce que sont les nouveaux moyens techniques, il sait ce qu'est le son, il sait tout. Mais la communication est quelquefois difficile pour lui. Voilà. Oui. Mais je ne crois pas qu'il pourrait le faire seul, et je ne crois pas que ce serait très bon, parce que je crois qu'il a besoin d'avoir autour de lui des gens qui l'adorent et le haïssent tout en même temps, qu'il a besoin de... Oui, enfin moi je fais partie de ceux qui l'aiment, voilà. Qui le prennent comme il veut. Alors l'autre versant de ce virage, ce Don Juan donc de Bluval, qui apporte Molière en un soir à des millions de téléspectateurs. J'en suis d'ailleurs ce soir-là, je découvre moi-même le Don Juan. Oui, mais c'est ça le phénomène, le succès de ce film, de cette émission, de cette dramatique, je ne sais pas comment il faut dire, c'est que en un soir, je ne sais pas, 12 millions de personnes ont découvert ce Molière que généralement on connaissait plutôt pour ses farces, ses comédies. Et on connaissait très mal cette œuvre tellement bouleversante. C'est une espèce de cri. Il a écrit ça d'ailleurs dans un temps extrêmement court, extrêmement rapide. C'est une œuvre sulfureuse, c'est un essai philosophique extraordinaire. Pourtant, pour vous, cette prestation va vous faire courir un risque, parce que c'est là qu'on va essayer de vous emprisonner dans un carcan de séducteurs à tempes légèrement grisâtres. Oui, mais c'est normal. Hein. Dans la vie, on dit « Oh, celui-là, c'est un Don Juan ». Ça veut dire quoi, Don Juan? Je voudrais bien que nous nous expliquions.
en fait, ce succès de séducteur que j'ai pu avoir grâce à Molière, grâce au personnage et grâce à Bluval, et grâce au travail que ça représentait pour Bluval et pour nous de jouer ça, parce que ça faisait de nombreuses années qu'on travaillait ensemble, et ça fait de nombreuses années qu'il voulait faire ce Don Juan avec moi, mais nous attendions une maturité. Bon, c'est tombé au bon moment. Mais c'est encore sur un malentendu, finalement, mon image de séducteur, parce que Don Juan, bien sûr, est un séducteur, mais quel homme dangereux pour les autres et pour lui-même. Don Juan n'est pas du tout l'homme rayonnant, immédiat, clair, facile et aisé. Je veux dire, c'est pas Julio Iglesias. Nous allons vous voir propulser quelques années plus tard, en 67, dans un personnage qui est vraiment dans cette lancée, c'est le personnage de Benjamin ou les Mémoires d'un puceau. Vous avez incarné, je crois que c'est vraiment dans la lancée du Don Juan, enfin, qu'on vous retrouve là dans le film de Deville. Oui, c'est exact, oui. Mais ça se passait dans le 18e français. Voilà. Encore un autre. Et au sujet de ce film que l'on tient généralement comme un film très élégant, ce qu'il est, de toute évidence, même pour un divertissement, je crois savoir que Deville avait prévu un arrière-plan qui a disparu du film. Je crois qu'il devait y avoir des allusions à d'autres choses qui se passaient en dehors de cette société privilégiée. Oui, c'est exact. C'était un monde de richesse et de plaisir au milieu d'un monde en guerre. Et bien alors, j'ai proposé aux téléspectateurs, tant qu'ils vont vous voir chevaucher en compagnie de votre neveu filleul, Pierre Clémenti, que vous initiez aux grâces de l'amour, d'imaginer cet arrière-plan que Deville aurait voulu et qu'on ne lui a pas permis de construire. Ou qu'on ne lui a pas permis, ou qu'il a renoncé. Ou il a renoncé, je veux dire. Avec la délicieuse, avec la regrettée Odile Versoix, et quand on la voit là, on se dit, mais pourquoi n'a-t-on pas utilisé davantage encore? Trop tard. Ouais. Alors pour le chapitre suivant, là, je crois que comme titre, on va mettre simplement Buñuel. Non, je crois que c'est un titre qui est suffisamment éloquent. Vous tournez avec lui en 56 au Mexique. Oui. C'est la mort dans ce jardin. Oui. Vous êtes un prêtre, c'est bien ça. Oui. Mais ici, là, je voudrais rapprocher deux phrases. Une écrite par Buñuel à votre sujet et une écrite par vous au sujet de Buñuel. Je trouve que c'est très amusant. J'espère que vous serez de cet avis. Buñuel écrit de Piccoli: j'aime son humour, sa générosité secrète, son grain de folie et le respect qu'il ne me témoigne jamais. Oui. Vous avez écrit de lui: Buñuel veut être un cinéaste non sublimé. Or, au point où en est la critique, il ne peut rien faire sans s'exposer à une explication psychanalytique. Je trouve que ça correspond admirablement bien. Hein, oui, mais ça... nous étions très complices, Buñuel et moi, je le dis en toute humilité, parce que... Mais c'est vrai. Il était pour moi en même temps, bon, comme on disait à une certaine époque, ça aurait pu être le maître. Oui, c'était un maître. Et en même temps, c'était un homme qui avait un tel humour sur sa profession, sur son métier de cinéaste, sur lui-même, qui avait une telle chaleur vis-à-vis des amis, avec lequel on pouvait parler de bien d'autres choses que de cinéma. C'était un farceur extraordinaire. Et en voilà un qui a été un exemple pour moi pour savoir à quel point le succès peut être vain, même s'il est merveilleux, plaisant, amusant et nécessaire. Je ris parce que vous avez raconté une anecdote qui date du tournage de Belle de Jour, l'histoire du magazine Lui roulé, oui. Et de sa réflexion. Oui, c'était un homme d'une grande sévérité, et pour lui-même et pour les autres. Vous racontez l'histoire? L'histoire était la suivante. J'avais fait une séance de photos dans le journal Lui, comme des choses que souvent font les acteurs. Ça fait partie du métier d'acteur aussi, ça. Et c'était des photos tout à fait chastes, mais avec une belle dame bien habillée. Et sur le tournage, un jour, pendant Belle de Jour, il commence la journée en brandissant ce journal devant tout le monde et en disant: regardez ce que sont capables de faire les acteurs, c'est vraiment dégoûtant, regardez.
Mais il a gardé le journal à la main pendant toute la journée. Il a plié le journal et toute la journée, il a gardé le journal sous la main. Et de temps en temps, il me faisait signe, il tapait sur le journal et il faisait... On ne pardonnerait pas ça à tout le monde, quand même, non? C'était très sévère, mais très chaleureux en même temps. Mais très sévère, il était très sincère. Il ne fallait... Et une fois, mais c'est vrai, ce sont des personnages exceptionnels. On croit que ça n'existe pas et on croit que c'est une fabulation qu'il se crée un personnage. Pas du tout. Quand on lui demandait à la fin de sa vie, mais quel conseil donneriez-vous à une jeune personne qui voudrait devenir cinéaste, il répondait, mais je ne peux donner aucun conseil sur le plan artistique ou technique, je ne peux pas donner de conseil. La seule chose que je pourrais dire, c'est que si on veut faire un film, il faut le faire qu'en pleine conscience de ce qu'on veut faire, en accord avec sa conscience, plutôt que de crever de faim, que de faire un film autrement. Vous en avez tourné 6 avec lui, des films importants. Oui. Il avait une troupe, lui aussi, Buñuel. Il avait travaillé toujours un peu avec les mêmes acteurs. Il avait besoin, comme ça, de cette amitié. Il n'avait pas une grande passion pour les acteurs. Il n'avait pas une grande passion du tout pour les vedettes, ou les stars, en tout cas. Ce n'était pas du tout son monde. Le personnage de Belle de Jour, vous avez encore une image très claire? Tout à fait, non, mais j'ai des images très claires des personnages que je jouais. Dans le personnage de Belle de Jour, finalement, c'était un peu, si vous voulez, c'était le moraliste de l'histoire. C'était un diable, c'était un homme noir, mais c'était le seul qui avait un comportement. Il provoquait et il allait fouiner pour voir les comportements douteux et ô combien méprisables de tous ces personnages. Mais lui était absolument digne et intact. En fait, c'était peut-être un peu le regard, là encore, moqueur, sévère et juge de Buñuel à travers ce personnage. Pire que ça, vous plaît? Oui, oui. Non, je l'aime bien, il est drôle, il est bizarre, pire que ça. En fait, ce serait peut-être un peu la ligne de conduite que j'aurais devant mes choix. Le choix des personnages que j'aime dans la vie ou que j'aime interpréter, oui. C'est pas mal, ça. Je l'aime bien, il est drôle, bizarre, pire que ça. Je prends. Tout un programme. Bon, alors, chapitre Sautet. Ça, c'est un chapitre important. Autre grand ami, 4 films. Oui, pas des moindres. Pas des moindres. En ce qui me concerne. Il faut dire que Sautet est aussi associé au nom de Romy Schneider. Oui, oh, bien sûr. Alors, nous allons peut-être parler tout de suite d'abord de Romy Schneider. Oui, ben c'est pas grâce à Sautet. Si, quand même. J'avais connu Romy avant de tourner Les choses de la vie, un film de Jean Chapeau qui s'appelait La voleuse, un film qui n'a pas eu beaucoup de succès. Mais on peut dire que Romy, Sautet et moi, grâce au film Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, Mado, les autres, mais dans lesquels je n'ai pas tourné, il y avait une complicité, une espèce de trio exceptionnel. Exceptionnel, je veux dire, par le besoin, la joie qu'on avait de travailler ensemble. Et Romy était quelqu'un d'extrêmement fragile, d'extrêmement tourmenté. Elle a même toujours eu des hauts mal. Et Sautet et moi, nous étions, en quelque sorte, ses gardes du corps et ses gardes de l'âme, si je puis dire. Enfin, des vrais amis. Et voilà, il y avait un trio complice, là. Ça doit créer à certains moments... On parle souvent des scènes d'amour dans les films. On dit, il a joué une scène d'amour avec un tel, ça doit être agréable. Je suppose que ce n'est pas désagréable. Mais il y a aussi les scènes de dispute. Et lorsqu'on est très sincère de chaque côté et qu'on a donné le maximum de soi-même, ça doit créer une ambiance étrange après, non? Quand la scène est terminée et qu'on se retrouve l'un devant l'autre. Oui, mais toutes les scènes de violence, et finalement, une scène d'amour est une scène de violence, parce que il faut bien savoir que les acteurs sont des gens, et nous sommes en général des gens extrêmement pudiques.
Je me souviens, entre autres, avec Romy, dans une scène de Max et les Ferrailleurs, où il y avait une scène d'un baiser violent contre un mur, qu'on a dû recommencer pour X raisons, 12 ou 15 fois, je ne sais plus. On en finissait par éclater de rire, enfin. Être obligé, condamné à se rembrasser sur la bouche 15 fois de suite, comme ça devient grotesque, ça devient amusant. Ce n'est pas nécessairement drôle à faire quand c'est sous la férule de Sautet, parce que charmant homme, merveilleuse nature sensible, mais qui a ses coups de gueule quand même. Mais non, mais Sautet, très amusant, enfin amusant avec Sautet. Il a ses coups de gueule, mais d'abord c'est le contraire de ce qu'on croit. On dit que c'est un metteur en scène qui fait du cinéma bourgeois. Ben oui, la France est un pays bourgeois. Mais lui-même est un fou déchaîné. Et on parle des colères de Sautet. Ce ne sont pas des colères, ce sont des abcès qui sont obligés d'éclater comme ça. C'est un homme d'une hypersensibilité. Quelquefois, il n'arrive pas à parler quand il veut expliquer un personnage ou quelque chose, ou alors si on lui demande de parler du film qu'il a fait ou de ce qu'il a voulu faire, c'est un homme d'une émotion intense qui fait qu'il en bafouille. Les choses de la vie, cet accident, c'est un accident ou c'est un accident suicide? C'est sûrement inconsciemment un accident souhaité, bien sûr. Je crois que c'est arrivé à tout le monde dans sa vie, pas au volant d'une voiture, mais quand on a des moments de fatigue, de perte de vitesse, au bord du désespoir, d'un grand chagrin ou d'une grande fatigue psychique ou même physique comme ça. Il y a toujours un moment où on sent qu'on pourrait se laisser aller, comme on dit, se laisser aller vers le vide. Et finalement, quand on conduit une voiture, je suis sûr que c'est pour ça qu'il faut avoir non pas seulement sa ceinture de sécurité, mais il faut avoir une énergie et un œil et un éveil perpétuel, sinon on risque la mort à chaque tournant. C'est vrai, non? Mais lorsqu'il a sa grande scène avec elle, en voiture, ce qui sera leur dernière conversation, là il n'en a encore aucune idée quand même, là il n'imagine pas que c'est la dernière fois que... Et non, mais des personnes plus savantes que moi pourraient vous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau, dans l'au-delà. Il y a sûrement des messages qui nous arrivent quelque part à tous, autant que nous sommes. Hein. Nous sommes des bêtes brutes, mais il y a sûrement quelque part dans le cerveau des choses qui sont indépendantes de notre volonté, qui nous guident et qui nous éclairent sur quelque chose. Vous pouvez vivre des connivences aussi superbes avec Buñuel, lorsque vous travaillez Buñuel, avec Sautet, lorsque c'est autour de Sautet, avec Ferreri, lorsque c'est autour de Ferreri, avec d'autres. Avec Michel Deville. On n'en parle pas assez de celui-là. Bien d'accord. Et est-ce que tout cela est possible parce que finalement, tous ces hommes appartiendraient à une famille, une certaine famille d'hommes, ou bien est-ce que c'est parce que vous, et vous, de manière plus collective, les comédiens, vous êtes un peu les hommes caméléons, les éliques des réalisateurs? Oh oui, c'est certain, nous sommes des caméléons, nous serions presque des touche-à-tout, nous boufferions presque à tous les râteliers si on veut nous mal juger. Mais ça, c'est le métier d'acteur, et de donner à droite, à gauche, et de prendre et d'apprendre. Et chaque personne avec laquelle on travaille, si on est bien attentif à l'autre, peut enrichir l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Sont des vases communicants. Quel personnage étonnant, ce Ferreri, quand même. Moi, je crois que il y a quand même quelque chose chez Ferreri. Je crois que c'est finalement aussi un homme qui supporte assez mal sa propre laideur, non? Oh, pas du tout. Pas du tout, ça va. C'est bien au-delà de ça. Il supporte mal sa condition d'homme dans le siècle actuel. Il a une grande hantise, et c'est vrai. Qu'allons-nous devenir et que vont devenir les générations précédentes dans cette espèce de monde d'apocalypse qu'on nous décrit tous les jours, et
C'est ça, sa hantise. C'est pas du tout ce que vous appelez sa laideur. Non, non. 6 aussi, vous en avez fait 6 avec lui. Oui, oui, je crois. Vous le dites, vous avez Oui, sûrement oui, raison. oui, ça a été compté. Et c'est Oui, chaque fois. et chaque fois, ce qu'on appelle ou des rôles très importants ou ce qu'on appelle des petits rôles, mais là aussi, c'est un peu comme avec Buñuel, comme avec Sautet, comme avec bien d'autres, comme avec Ferreri, c'est une troupe, c'est une troupe. Et Ferreri, Tognazzi, Mastroianni et moi et d'autres. Il avait une troupe, on avait l'habitude de travailler ensemble. Et Ferreri est un metteur en scène qui fascine les acteurs et qui, je dois dire que tous les acteurs, quels qu'ils soient, dans ces films, sont toujours un petit peu exceptionnels quelque part. Alors revenons à la grande bouffe à Ferreri. Vous imaginiez le scandale, vous imaginiez l'ampleur du scandale avant la sortie du film? Pas du tout. Ce film a existé grâce à la folie d'un producteur qui s'appelle Rassam. À l'époque, plus personne ne voulait tourner avec Ferreri, qui avait fait des films trop bizarres et plus que ça, comme dirait le dialogue de Buñuel, et qui n'avait pas eu de succès du tout. Et ce film s'est fait encore un peu avec la troupe de Ferreri. Et les techniciens, le chef opérateur, les acteurs, sauf Noiret et Andrea Ferréol, qui n'avaient encore pas tourné avec lui. Et nous pensions, il y avait un scénario tout à fait écrit, et nous pensions faire là enfin un film drôlatique, une farce, et qu'on allait un peu se taper sur les cuisses, et qu'on allait sortir de ce monde angoissant de Ferreri, et qu'enfin les spectateurs viendraient à une bonne guignolade. Et puis, vous connaissez le film. Et quand on a vu le film fini, nous étions quand même conscients de ce que nous jouions, mais nous sommes tellement à l'aise dans ce monde de questions métaphysiques que sont les personnages de Ferreri. Et nous nageons là-dedans avec une telle aisance que nous ne rendions pas compte que nous allions encore plus loin que ces films précédents. Et quand on a vu le film, et Ferreri lui-même d'ailleurs, on a eu peur du film. On s'est dit, là, alors c'est vraiment la fin de la carrière de Ferreri. C'est trop atroce, c'est trop épouvantable. Des gens vous en ont voulu longtemps pour ça. Oh là là, oui, nous avons été hautement insultés. C'est un film qui est exemplaire parce qu'il a fait scandale, mais sur 3 publics différents. Il y avait le public qui trouvait que c'était un film d'une grossièreté inimaginable et que c'était vraiment une sorte d'ordure de montrer des choses pareilles. Il y a ceux qui ont sournoisement ressenti que c'était un jugement très sévère sur leur comportement et sur leur vie suicidaire. Et les troisièmes qui ont pris ça pour une franche rigolade et qui se tapaient sur les cuisses en disant « Quelle bonne farce on nous fait de voir ces guignols se comporter comme ça ». Alors ça a fait un foyer de scandale formidable. Mais on a été très insultés, particulièrement les acteurs d'ailleurs. Et puis alors, il y a le fait de produire ou de coproduire. Bon, c'est une manière de s'investir, c'est une manière de pousser à la roue pour qu'elle roule plus vite. C'est une façon de s'assurer, au moins partiellement, la certitude que ce film se fera. Oui, c'est peut-être une... Quand on devient... Quand on est fou passionné de cinéma, je le suis peut-être quelque part, hein, sûrement même, et que j'ai toujours passé mon temps à essayer de comprendre comment fonctionnaient tous les métiers qu'il y a autour de nous sur un plateau. Je me suis même intéressé à aller dans un laboratoire pendant 2 jours pour enfin comprendre quel était le parcours d'un bout de la pellicule vierge jusqu'à une pellicule étalonnée pour savoir finalement ce qu'on devient sur une image, parce qu'on ne le sait pas. Alors, je me suis tellement intéressé aussi à la fabrication, au montage financier d'un film, où j'ai vu que c'était quelquefois tellement difficile, quelquefois tellement fait à la sauvette. Enfin, c'est peut-être de l'utopie, c'est peut-être un souci d'indépendance aussi formidable. J'avais envie de créer plus que simplement l'acteur, et je me suis dit, je vais produire, voilà. Au lieu, et si j'ai de l'argent, au lieu de le dépenser à je ne sais pas quoi, chacun est libre, autant le réinsuffler dans son propre métier. Ça vous est arrivé quelquefois déjà
Vous avez participé à la production du Sucre. 5-6 films, oui, oui. Ça n'a pas toujours été des réussites formidables. Léonard n'a pas fait une grande réussite. Ah non, non, je ne me suis pas encore enrichi avec ce métier-là, non. L'État sauvage, ça a bien été, ça. Pour certains, oui, pas pour moi, non. Et puis alors maintenant, il y a ce nouveau film, Le Général de l'armée morte. Oui. Ça, c'est... Oui, c'est le dernier film que j'ai produit. J'irais même plus... Enfin, produire totalement. Ça a été très long de l'écrire, de le préparer, tout l'échafaudage financier, enfin, un tas de difficultés qui sont toujours à peu près les mêmes. Très long, c'est combien? On va citer des chiffres terribles. Oh, disons que 3-4 ans. Et alors, une question que je peux vous poser, parce que au moment où je vous rencontre, je n'ai pas encore vu le film. Je peux vous demander, pourquoi ce sujet vous attirait-il tellement, et pourquoi souhaitiez-vous tellement que ce film se fasse? Parce que le sujet du film, le propos de l'histoire est double. C'est en même temps triple. C'est l'histoire d'un voyage, d'une expédition, aller dans un pays presque inconnu, dans une terre étrangère où on a fait la guerre et aller rechercher les héros disparus. Donc il y a cette notion de voyage, comme ça, d'espace, d'ailleurs. Il y a aussi une espèce de conte, de fable philosophique sur qu'est-ce que l'héroïsme, où est la vraie paix, où est la fausse guerre, ou l'inverse. Et tout ça avec un ton d'ironie, de dérision de 4 personnages qui étaient 4 clowns dans une fable. Voilà. Moitié le burlesque, en même temps burlesque, en même temps une espèce d'angoisse obsessionnelle de que devient-on quand on est mort au champ d'honneur. Nous allons voir Alors, je ne vais pas vous poser de questions sur votre vie privée, ça, je m'y refuse. Enfin, vous êtes marié pour la 3e fois. Je suis marié pour la 3e fois, par chance. Mes 2 premiers mariages furent exceptionnels, et mon 3e ne l'est pas moins. Je suis donc comblé. Vous citez une fois encore, vous avez écrit « Je ne sais pas pourquoi on m'a aimé, mais je crois savoir pourquoi on m'a détesté ». J'ai été aimé à travers les personnages que j'ai faits parce que où j'ai joué des personnages soi-disant séducteurs, et finalement la séduction est une des raisons de vivre, non? Dans la vie quotidienne, on a tous besoin de séduction. L'enfant déjà. Dès qu'on commence à... Et le spectacle est une séduction. C'est un plaisir, on l'oublie quelquefois trop. Alors quand on fait ce métier-là, on est automatiquement séducteur quelque part. Et puis détesté parce que j'ai participé à des choses qui étaient peut-être un peu trop méchantes, subversives, folles, inquiétantes, et qui allaient plus vers la psychanalyse que vers la distraction. Alors, mais comme ça, j'ai la chance d'avoir, si vous voulez, 2 publics. Voilà, alors je voudrais vous remercier, Michel Piccoli, pour cet entretien, pour toutes vos créations, et surtout formuler un vœu que vous continuiez à nous surprendre. Et à me surprendre, à nous surprendre, oui, oui. Merci.